Oui, c'est dans ce prieuré, derrière moi, prieuré Notre-Dame du Rosaire, qu'un prêtre aurait commis des faits de viol, d'agression sexuelle et de corruption sur des mineurs de moins de 15 ans. Le prêtre a été placé en garde à vue le 12 octobre, puis placé en détention provisoire le 14. Le même jour, le parquet ouvrait une enquête. Alors c'est grâce au témoignage d'une victime qui a eu le courage de s'exprimer que ce scandale éclate. La victime s'est exprimée auprès de l'abbé Ramé qui officiait ici. Aujourd'hui, l'abbé exprime son soutien auprès des 19 victimes connues à ce jour. Il faut que d'abord l'agresseur répare, voilà, parce que ça ne suffit pas de regretter, il faut qu'il répare, voilà, par la peine qui sera la sienne. Et puis nous aussi, il faut qu'on répare auprès des victimes, en s'occupant des victimes, en étant attentifs, voilà, à leur disposition, et qu'ils sachent vraiment qu'ils ont été entendus, qu'ils ont été compris, hein, c'est important. Voilà, nous on vise à leur reconstruction. Il restera certainement des blessures, des plaies. L'abbé exprime aujourd'hui une position claire de soutien aux victimes. Et pourtant, ce n'est pas la première fois que la fraternité Saint-Pédis, une fraternité traditionnaliste en marge de l'Église catholique, est impliquée dans des affaires de pédophilie. Des barbelés comme point final après plus de 15 ans de cauchemar. Cette histoire, c'est celle de l'abbé A, un prêtre valaisan, membre de la fraternité Saint-Pédis, condamné à 5 ans de prison, dont 3 fermes, pour abus sexuels sur mineurs. Sa peine aurait dû être appliquée immédiatement, mais il faudra attendre près de 3 ans pour qu'il soit arrêté et placé en prison. Un calvaire pour ce couple franco-belge dont le fils a été abusé. Je pense que comme je suis chrétienne, je pense que si Dieu nous envoie des merdes pareilles, il nous envoie aussi le moyen pour en sortir, la force pour en sortir. Et à ce moment-là, c'était horrible ce qui nous tombait dessus, horrible. Mais en même temps, je sentais en moi une espèce de force qui m'a donné le courage d'aller jusqu'au bout. En Valais, une autre famille est rongée par la douleur. Celle du prêtre, aujourd'hui en prison. Son père crie à l'erreur judiciaire. Pour la première fois, il prend la parole pour son fils, convaincu de son innocence. Toucher un enfant, c'est ignoble, c'est immonde. Mais toucher un enfant, quand on est adulte, c'est immonde. Mais quand on est prêtre, c'est innommable. Mais si lui crie son innocence, est-ce qu'on ne doit pas lui accorder une petite oreille? Pour le moment, ça ne s'est jamais fait, en tout cas. 2 familles déchirées que tout oppose, et au milieu, une congrégation ultra-conservatrice, celle d'Ecône, qui se retrouve au cœur d'un scandale de pédophilie. Enquête sur un interminable chemin de croix. C'est à l'extrémité du Val d'Airain, à Arolla, que cette histoire prend racine. Nous sommes en juillet 2005. Ecône organise alors un camp de vacances pour une quarantaine de jeunes de la fraternité. L'abbé A est invité quelques jours à parler de sa récente mission en Argentine aux enfants. Mais une nuit tout bascule, un jeune voix de 9 ans l'accuse d'avoir eu des gestes déplacés. Des faits graves que l'abbé a toujours contestés. Pendant la nuit, un enfant est tombé du lit, un enfant qui avait toujours le sommeil, un sommeil agité, est tombé du lit d'un lit de 1,40 m. Et par souci de sa santé, mon fils s'est levé et a porté secours à cet enfant. Il a posé ses mains sur sa poitrine pour savoir s'il respirait normalement, pour savoir si son cœur battait normalement, et ensuite il l'a réveillé jusqu'à quand pour voir s'il avait une conscience. Son cerveau n'était pas touché. Donc il l'a réveillé. Et mieux que ça, il ne se cache pas, il lui dit « ça va, ça va ». Et bien, tout ça a été interprété comme des gestes déplacés. Au sein de la fraternité, une enquête est menée. Mais après 8 mois, le prêtre valaisan bénéficie d'un non-lieu. L'affaire est classée, mais un document de la fraternité confidentiel attire notre attention. On y découvre que par prudence et vu qu'un soupçon de crime demeurait, des mesures strictes sont prises. L'abbé sera surveillé sur ses faits et gestes dans ses relations avec les enfants et les adolescents pendant une période de 10 ans. L'usage d'Internet est interdit. L'abbé sera placé dans des postes qui le préserveront de toute promiscuité avec des mineurs,
et il lui est interdit de participer de quelque manière que ce soit à des camps d'enfants ou d'adolescents pendant la même période. Pourtant, 1 an seulement après Arola, l'abbé est envoyé en Belgique par la fraternité. Nous sommes dans la banlieue sud de Bruxelles. Le Valaisan est placé dans cette paroisse collée à une école, toutes deux gérées par la fraternité. L'abbé se retrouve même à surveiller le dortoir de manière occasionnelle. C'est ici que dormait le fils de Florence et Carlo Peters. Aujourd'hui, le couple a rendez-vous avec leur avocat. Moi, le soir, quand je rentrais du travail, je trouvais cet abbé dans le dortoir des garçons. Je le trouvais par terre, assis par terre, en train de jouer au Duplo Lego avec les enfants, qui étaient tout proches de lui, souvent assis sur les genoux. Et donc, tout indiquait une bonne entente et on n'imagine pas le mal là-dedans. Ce n'est qu'après une discussion entre parents d'élèves que la maman découvre l'impensable. J'y croyais pas du tout. Parce que c'est impossible dans ce milieu-là. Enfin, inconcevable. C'est inconcevable. On fait tout pour sortir nos enfants du monde, pour qu'il n'y ait aucune influence néfaste sur le monde. D'où notre choix de mettre nos enfants dans ces écoles qui sont très, très fermées, pour que nos enfants soient vraiment, alors maintenant je dirais dans une bulle, mais autrefois je n'aurais pas dit dans une bulle, je dis protégés du monde extérieur et de l'environnement extérieur. Brutalement, la bulle explose. Avec ces mots d'enfant, voici ce que leur fils de 8 ans déclare alors à la police. Le soir, il y avait un abbé qui s'appelle Monsieur A, qui venait dans la chambre et il baissait notre pantalon. Et il suçait notre kiki. Il savait pas que je faisais semblant de dormir, donc il faisait. Et moi, je n'ai jamais osé le dire. Il n'aurait pas dû être mis dans une école. On aurait dû le faire soigner. Si ses supérieurs l'avaient aimé comme... Je ne sais pas, comme des parents aiment leur enfant, ils auraient dû le faire soigner. Ils auraient dû avoir le courage d'en parler aux parents et de dire, voilà, il faut le faire soigner. En 2015, lors du procès, l'abbé sera relaxé faute de preuves. 6 enfants sont interrogés, 3 iront jusqu'au tribunal. Mais pour les juges, le doute subsiste. À l'époque, l'épisode d'Arola n'est pas connu. Nous avons rencontré un homme qui a grandi dans le giron de la fraternité et suivi ce dossier au plus près. Aujourd'hui, il parle sous couvert d'anonymat. Pour lui, la fraternité a délibérément caché des informations à la justice. Elle a étouffé l'affaire de 2005, elle a tenté d'étouffer l'affaire de Bruxelles. Il n'était plus possible de l'étouffer, mais à ce moment-là, elle a fait de la rétention d'informations sur les antécédents de l'abbé A en 2005 et la rétention de preuves, à savoir un enregistrement qui était tout à fait incriminant pour l'abbé A et qui s'est avéré d'ailleurs décisif. Mes clients ont été fort seuls dans cette histoire. Il y a quand même eu très très peu de soutien et ce n'est que bien plus tard, en degré d'appel, que tout d'un coup, Deux ex machina, enfin ici le terme est d'autant plus approprié, voilà qu'un abbé vient nous dire, en fait moi j'en sais plus. Voilà. Cette pièce qui fera basculer le second procès en 2017, la voilà. Un document que la fraternité a attendu 6 ans pour dévoiler. On y découvre une conversation entre le directeur de l'école et le prêtre valaisan au lendemain des révélations des enfants. Ça fait 1 an que j'aurais dû venir vous voir, mais je ne savais pas comment. Je m'aperçois que depuis 2 ans, j'ai des tentations, oui. Je sens qu'il y a ces tentations. J'ai peur. Je veux dire maintenant ça va, mais j'ai peur un jour de faire une bêtise. Mais pour le père de l'abbé, ce mot « tentation » ne prouve rien. Il fait partie du vocabulaire quotidien des prêtres. Pour nous le prouver, il nous fait écouter la conversation qu'il a eue avec son fils quelques jours seulement après son retour en Suisse. J'ai téléphoné à l'ancien orphelinat pour lui demander ce qui se passait, ou que je devais faire, ou je sais pas. Et je lui ai dit, mais c'est pas juste monseigneur, je suis venu vous voir il y a 1 mois, j'étais à Bourg. Ah oui, je lui ai dit que j'avais des tentations là-dessus, mais c'est pendant qu'après il m'a dit, mais est-ce que c'est des tentations concrètes? Et j'ai dit, mais j'ai réfléchi, puis je lui ai dit, mais non. Et le prêtre à Flavigny, pareil, j'ai jamais eu de tentation, tu vois, sur un enfant. Un enfant ne m'a jamais attiré au niveau. J'ai toujours aimé les enfants, mais ça m'a jamais attiré. Il m'a jamais attiré comme un objet de désir ou je sais pas quoi. Et moi, quand je disais j'ai des tentations, c'est comme si je me mettais dans la peau, tu vois, d'un pervers ou je sais pas quoi. Depuis cette histoire, depuis 6 ans en arrière, surtout les 8 mois où je suis resté là pour passer
commencé à rien faire, bien sûr que j'avais pas de ministère. Et en fait, sinon réfléchir à ça, comme si j'étais en prison, quoi. La Cour a interprété ces tentations comme étant des tentations pédophiles. Voilà. Ça a pesé très lourd dans cette balance. Résultat, 5 ans de prison pour abus sexuels sur mineurs, un verdict définitif, mais le père de l'abbé n'en démord pas. Pour lui, la justice belge s'est trompée. Premier élément qui nous motive, c'est déjà la réduction du nombre de 6 enfants. Ce nombre va passer à 3 l'année suivante, puis à 1 2 années plus tard. Donc de 6, le nombre a réduit à 1. 5 enfants n'avaient rien vu, rien entendu, rien senti. Donc pour vous, la parole de cet enfant aurait dû aussi être écartée? Quelle valeur a un témoignage un mois après pour un enfant qui doit rassembler dans sa tête des souvenirs qui remontent à un mois en arrière? Reste que la justice a tranché, mais au lieu d'aller en prison, l'abbé rentre en Suisse. Lorsqu'ils l'apprennent, c'est la douche froide pour les Peters. On avait été invités à un mariage peut-être 8 mois après, et on nous dit qu'il est libre. Des gens nous disent, mais je l'ai vu. Je dis, c'est pas possible. Enfin, pour nous, il était en prison. Et alors, on était foudrage. Donc, on prévient la fraternité. On dit, mais enfin, il est libre. Faites quelque chose. Écoutez, si vous êtes responsable d'une organisation et un ancien membre de votre organisation est condamné et se promène, et vous le voyez se promener, vous avez le verdict en main. Parce qu'il l'avait. Est-ce que vous n'aurez pas l'idée d'aller vous renseigner auprès des autorités juridiques, en signaler cela, en disant, bien, c'est étonnant, quelle est la situation de cette personne? Contacté, Econe a refusé toute interview à ce sujet, expliquant ne plus avoir de lien depuis 2017 avec l'abbé A, qui n'est plus membre de la fraternité. Mais pour ce proche du milieu traditionnaliste, Econe ne pouvait pas l'ignorer. Il était parfaitement connu dans le milieu valaisan d'Econe que cet abbé était toujours chez ses parents au lieu d'être en prison. Ces familles sont nombreuses dans cette vallée du Rhône entre Martigny et Sion, grosso modo. Elles vivent entre elles en milieu fermé et surtout elles se marient entre elles. Donc ils se tiennent tous par la barbichette dans ce tradiland valaisan et la fraternité Saint-Bédis ne l'a pas dénoncé aux autorités judiciaires ni fédérales ni valaisannes, tout en disant aux familles des victimes « Mais nous ne savons pas pourquoi l'abbé A n'est pas en prison, pourquoi les autorités n'agissent pas. » Légalement, c'est vrai, rien ne les forçait à dénoncer l'abbé. Mais alors, à qui la faute? Pourquoi ce prêtre était-il libre? Tout simplement parce qu'il a demandé à purger sa peine en Suisse, demande acceptée, mais une fois en Valais, la justice belge l'a purement et simplement oublié. Alors moi, en matière judiciaire, plus rien ne m'étonne. Tout arrive. Il n'y a pas moins organisé comme secteur que le secteur judiciaire. C'est quelque chose que je vis depuis 15 ans. Donc ça ou autre chose, ça ne m'étonne plus. Mais c'est tragique. Un couac administratif qui a permis à l'abbé de vivre pendant 3 ans dans un maillet familial. Il n'était pas en fuite et ne se cachait pas, explique son père, mais ce n'était pas à lui à se rendre aux autorités. Il n'a pas pensé qu'on devait devancer la justice, mais oui, peut-être la question peut se poser. Vous en connaissez beaucoup, vous, qui iraient dire on attendait. C'était très dur. C'était des années de survie. On attendait jour après jour l'arrivée du billet d'écrou. C'était très angoissant. On était finalement tous dans une prison psychologique. C'était très difficile. Nous avons cherché à comprendre si les autorités valaisannes connaissaient ce dossier. Pour ça, nous nous sommes rendus à Fuilly, petite commune où l'abbé recevait son courrier. Le président l'assure, il n'était au courant de rien. Est-ce que vous saviez, est-ce que vous avez protégé cet individu ? Ah non, je crois qu'en aucun cas nous avons protégé cet individu. Au contraire, je crois qu'à partir du moment où on a eu les alertes assez sérieuses vis-à-vis, notamment en relation avec des emails et autres documents, à ce moment-là, on s'est vraiment posé les questions. Et puis l'autorité qui était habilitée à prendre des décisions administratives, soit le Conseil d'État et l'application des peines, a pris le dossier en main par rapport à certaines choses. Nous avons 1000 personnes par année qui déposent des papiers ou qui, cas échéant, les enlèvent. On ne peut pas non plus chaque fois faire une acquisition.
Alertées par les médias, les autorités valaisannes décident finalement d'intervenir. Le 12 juin, en moins de 10 heures, tout s'accélère. L'abbé est localisé puis arrêté par la police. La famille a collaboré, ça s'est passé aussi dans le calme et je crois que ça, dans la situation qu'on vivait très spéciale, pour des faits qui sont ce qu'ils sont, eh bien, je dois quand même le dire, ça s'est très bien passé avec une famille qui collaborait. Pour finir, on est content qu'il y ait eu un aboutissement. On espère maintenant qu'il ne soit pas broyé par cette période d'incarcération. Aujourd'hui, la justice des hommes a tranché, mais la loi de Dieu, elle, doit encore se prononcer. Le prêtre valaisan a déposé un recours devant le Vatican. Sa réduction à l'état laïque n'a donc pas été prononcée. C'est horrible à dire, mais il me reste quand même une arête en travers du gosier. Il y en a quelques-uns là qui devraient quand même être punis pour ce qu'ils ont fait. C'est ici qu'ont parlé les premières victimes. L'abbé Pierre de Maillard faisait partie de cette communauté traditionnaliste, 3 prêtres et quelques religieuses, lorsque la première plainte a été déposée en juillet 2020. Depuis, il y a eu plus de 2 ans d'enquête et aujourd'hui le prêtre est poursuivi pour 27 agressions sexuelles, 4 viols aggravés, le tout commis au gré des déplacements pendant 25 années sur des mineurs qui avaient entre 12 et 17 ans. C'est un prêtre qui n'était plus au contact direct avec les enfants, mais qui se retrouvait régulièrement au sein des familles et qui parfois s'introduisait dans les chambres des familles, c'est-à-dire au sein de l'intimité familiale, même s'il n'était plus en contact catéchique, de chorale. Il avait naturellement la confiance des familles de par son statut de prêtre. C'est d'ailleurs une circonstance aggravante des faits qu'il a commis, qui est prévue par le code pénal, qui est le fait que les faits soient commis par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Le procès se tiendra à huis clos, 4 victimes étant encore mineures. La plupart des parents se sont portés partie civile, ainsi que la communauté dans laquelle Pierre de Maillard a officié pendant toute sa carrière. La fraternité Saint-Pie X s'est portée partie civile pour être aux côtés des victimes qui ont vécu des faits abominables et pour les soutenir. Elle-même a été aussi abusée par ce prêtre qui était à l'époque prêtre et qui a réussi à les tromper. Ce lundi, le tribunal devait examiner la personnalité de l'accusé avec notamment l'audition du responsable du prieuré Notre-Dame du Rosaire où exerçait en 2020 l'abbé Pierre de Maillard. Tout au long de l'appel des parties civiles, il a gardé les yeux clos répondant timidement aux questions sur son état civil et évitant de regarder dans la salle du côté des victimes présumées. Le reste du procès se tiendra à huis clos jusqu'au 2 juin.